Vous êtes ce matin, François Fatou, notre docteur en RSE, puisque en votre qualité de délégué général de l'ORCE, l'Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises, depuis juin 2000, vous accumulez près de 13 ans d'expérience et une connaissance de ce sujet. En juin 2010, vous avez remis à Éric Woerth, à l'époque ministre du Travail, un rapport sur la valorisation des pratiques sociales. Aujourd'hui, vous avez choisi d'aborder sur le thème de la RSE l'angle qui consiste, je cite, à débattre et contractualiser avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, est-ce à dire que l'obligation qui est faite aux entreprises depuis bon nombre d'années de prendre en compte leurs responsabilités sociales et environnementales n'est pas toujours entrée dans les mœurs? Est-ce qu'elle se résume à une politique d'affichage, à la recherche d'une notation favorable? Vous avez la parole. Mes remerciements pour effectivement l'organisation de cette manifestation, Isabelle Baudelaire, qui d'ailleurs, je pense que là, nous aurons des débats passionnants dans la mesure où il peut être intéressant de faire le lien entre deux concepts relativement anciens, celui de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, on pourrait même parler de la responsabilité sociétale des organisations. Je dis ça puisque dans nos débats, nous pourrions aussi intégrer à la fois les entreprises privées, mais les administrations publiques, les collectivités. Je dis ça parce qu'il y a cette pratique de l'État exemplaire, et donc voir aussi si nous pouvons faire ce lien avec la médiation. Nous sommes, nous, des familiers de la RSE, puisque vous la rappeliez, ça fait 13 ans que nous sommes en veille dans un cadre national et international. Et donc, je vais essayer de voir comment la médiation peut finalement enrichir nos problématiques dans cet univers de la RSE. Alors, le lien, on peut le faire au travers de ce concept des parties prenantes. Et si je prends un certain nombre de référentiels internationaux qui définissent ces parties prenantes, finalement, qu'est-ce que ce sont ces parties prenantes? Et là, je reprends la définition qu'en a donnée le référentiel mondial ISO 26000. Ce sont des entités ou des personnes sur lesquelles les activités, produits ou services de l'organisation pourront avoir un impact significatif et dont les actions sont susceptibles d'influencer la capacité de l'organisation à mettre en œuvre avec succès ses stratégies et atteindre ses objectifs. Voilà une définition. Ces parties prenantes, ce sont les salariés, ce sont les communautés locales, les actionnaires, les clients, les consommateurs, les fournisseurs, les actionnaires et apporteurs de capitaux. Et quand nous analysons ces référentiels internationaux de type ISO 26000, mais un autre référentiel qui est un référentiel de reporting pour aider justement les entreprises à rendre compte de leur démarche, qu'on ne soit pas dans le greenwashing, et je pense au Global Reporting Initiative, nous avons à chaque fois la volonté de définir ces parties prenantes et les modes de dialogue et d'intervention. Si je reprends la réglementation française, mais Michel Doussin pourra peut-être y revenir, autour du décret qui fixe des obligations légales aux entreprises qui en rendent compte de leur politique, il est prévu que les entreprises il est demandé aux entreprises de rendre compte des relations qu'elles entretiennent avec les personnes ou les organisations intéressées par les activités de la société. Alors, ce qui est intéressant quand on analyse cette pratique des parties prenantes, et là je reprends toujours ISO 26000, c'est que finalement, il est précisé que ce dialogue doit permettre d'aborder sa responsabilité sociétale en fournissant un éclairage à ses décisions. Ce dialogue doit être interactif, doit permettre aux parties prenantes de faire entendre leur point de vue. Il a pour caractéristique essentielle d'impliquer une communication bilatérale. On avait d'ailleurs beaucoup travaillé sur cette pratique du dialogue avec les parties prenantes et nous pouvons constater une très grande diversité dans ces modes de dialogue qui vont de l'information, la consultation, la contractualisation. Et bien évidemment que ces modes de dialogue vont revêtir des formes différentes selon qu'on s'adresse aux salariés, aux consommateurs, aux fournisseurs, riverains, etc. Mais maintenant qu'on a posé cette pratique des parties prenantes, comment est-ce que dans nos référentiels RSE, le concept de médiation peut avoir une prise? Ça a été effectivement un objet d'investigation. Donc on s'est replongé dans ces référentiels. Et là, tout à fait intéressant, dans ISO 26000, ISO 26000 consacre un chapitre dans son domaine d'action sur le respect des droits de l'homme à la question de remédier aux atteintes des droits de l'homme. Et là, je reprends, je cite, « Il convient qu'une organisation établisse des mécanismes de recours pour son propre usage et pour celui de ses parties prenantes et qu'elle en assure la disponibilité. »
Et là, il est rappelé que ces mécanismes de recours doivent être efficaces, légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les dispositifs existants, et là, ce qui nous intéresse, fondés sur le dialogue et la médiation. Il convient que le processus visant à remédier aux atteintes à l'aide de solutions naturellement acceptées, obtenues par un dialogue entre les parties, voilà. Et lorsqu'un jugement est souhaitable, il convient que les parties conservent un droit d'y parvenir au moyen de mécanismes distincts, indépendants. Donc on voit qu'effectivement, dans nos référentiels, la question de la médiation, finalement, est prise en compte. Pour aller plus loin, il convient qu'une organisation mette au point avec les parties prenantes des mécanismes de résolution des conflits ou des désaccords qui soient adaptés au type de conflit ou des désaccords en question et utiles pour les parties prenantes intéressées. De tels mécanismes peuvent inclure des processus de médiation et d'arbitrage. Tout à fait intéressant. Si je reprends un autre référentiel que sont les principes directeurs de l'OCDE, je ne sais pas si Michel, tu pensais parler de, effectivement, dans le cadre des principes directeurs qui sont opposables aux grandes multinationales, finalement, les autorités ont mis en place un système de médiation avec les points de contact nationaux. Et là, je reprends effectivement le document de référence. Ces points de contact nationaux proposons, avec l'accord des parties intéressées, et faciliteront l'accès à des moyens consensuels non contentieux, tels que la conciliation ou la médiation, afin d'aider les parties prenantes à résoudre les problèmes. Excusez-moi. Voilà, donc on voit qu'effectivement, cette problématique de la médiation commence à émerger, et on pourrait aussi avoir une autre vision des choses, à savoir, est-ce que dans cette fameuse relation avec les parties prenantes, nous avons recours à des systèmes de médiation avec chacune des parties prenantes. Et je prendrai 2 ou 3 effectivement de ces parties prenantes et vous verrez que finalement c'est quelque chose que nous connaissons. Si je prends par exemple les salariés, vous savez que le Code du travail prévoit des mécanismes de médiation à la fois pour régler des situations individuelles, c'est notamment pour traiter des cas de harcèlement moral, mais aussi pour régler des conflits collectifs avec des systèmes de médiation mais aussi de conciliation. Dans un cadre international, si l'on regarde aussi la déclaration tripartite de l'OIT qui est opposable aux entreprises multinationales, il est rappelé dans un chapitre sur la reconnaissance du droit syndical qu'en cas d'échec des négociations, les parties intéressées pourront avoir recours à des procédures de règlement des conflits allant de la conciliation à l'arbitrage en passant par la médiation. Si je prends la relation avec les consommateurs, là aussi c'est un domaine où la médiation s'est fortement structurée. Elle a pu être encadrée juridiquement dans le domaine du secteur de la banque, mais elle peut aussi s'inscrire dans le cadre des branches professionnelles, je pense à ce que peut faire la Fédération des assurances. Toujours dans le domaine des relations avec les clients, une initiative tout à fait intéressante qui avait été la création du médiateur du crédit, justement pour mieux réguler les relations entre les établissements financiers et les PME, puisque bon nombre de PME reprochaient finalement aux banques de ne pas pouvoir accéder au crédit. Autre partie prenante essentielle, où la médiation joue un rôle extrêmement intéressant pour nous, c'est celle des relations avec les fournisseurs. Autant dans les relations avec les salariés, avec les consommateurs, avec les ONG, on a pu mettre en place des outils de dialogue en bilatéral, autant il est extrêmement difficile pour les fournisseurs de dialoguer en direct avec les donneurs d'ordre, d'où l'intervention de l'État, et tout à l'heure, nous aurons l'intervention du médiateur, effectivement, des relations industrielles. Nous avons pu voir au sein de l'ORS que pour faire face, finalement, à cette pression excessive des donneurs d'ordre vis-à-vis des fournisseurs, il avait été absolument indispensable de mettre en place, effectivement, un système de médiation publique. Dernier point sur lequel, effectivement, la médiation, finalement, a tout son intérêt, c'est celle dans ce qui concerne la relation des droits de l'homme. Et là, je dis ça parce que nous voyons aussi de nouveaux comportements de la part de grandes ONG qui est d'interpeller directement les entreprises. Vous évoquiez tout à l'heure la question du risque réputation. Il est vrai que quand vous avez des filiales, des fournisseurs qui sont dans des pays non démocratiques, là, vous courez un risque d'image. Et donc, les ONG ont bien compris qu'elles pouvaient exercer une influence négative vis-à-vis des entreprises, d'où la nécessité de mettre en place, dans certains cas, bien évidemment à la demande des deux parties, des systèmes de médiation. Alors maintenant que j'ai parlé effectivement de
de ces problématiques de médiation, ce qui est peut-être pour conclure, ce que nous avons cherché à voir, c'est comment, pour repenser cette question du dialogue, concertation, contractualisation, est-ce que nous n'avons pas intérêt à nous inspirer des grands principes qui fondent la médiation? Et là, je reprendrai deux initiatives, notamment qui avaient un rapport du Conseil d'État, dont le titre, excusez-moi, parce que j'ai oublié mes lunettes, c'est pour ça que j'ai des petits soucis. Voilà. Attendez, merci, excusez-moi. Ah non, c'est bien. Bon. Voilà, donc le rapport du Conseil d'État de 2011 parlait consulter autrement, participer effectivement. Le Conseil d'État avait fait le constat finalement d'une inefficacité des procédures de délibération qui sont censées emporter l'adhésion finalement du public, mais qui finalement restaient très formelles. Et donc le Conseil d'État posait quelques grands principes sur la mise en place effectivement de ces prises de décision, et je rappellerai ces principes. Garantir l'accessibilité des informations, assurer les dépôts des observations de tous les participants et favoriser leur diffusion. Garantir l'impartialité et la loyauté de l'organisateur de la concertation et mettre en place chaque fois que nécessaire un tiers garant. Et là, nous retrouvons un concept tout à fait intéressant de tiers garant. Assurer des délais raisonnables aux citoyens ou aux organisations représentatives pour s'exprimer, veiller à la bonne composition des gammes consultées, donner des informations sur les suites projetées dans un délai proportionné à l'importance de la réforme. Donc une piste qui nous semblait tout à fait intéressante, peu investiguée par, je dirais, tous ceux qui travaillent sur ces processus de consultation. Et je dis ça parce qu'on a tendance très souvent à se tourner vers les acteurs privés pour aller chercher les innovations, mais les innovations peuvent être aussi portées par les décideurs publics. Et puis du côté des entreprises, nous avons aussi un autre outil qui commence à émerger, qui permet peut-être de repenser la question du dialogue avec les parties prenantes, c'est la mise en place de panels de parties prenantes qui vont finalement associer les parties prenantes en amont. Et là, c'est toute la problématique finalement de la médiation à titre préventif. On peut pas. Alors, je dis ça parce que nous avons été formés, je dirais, un peu à la médiation grâce au cabinet final, un de nos adhérents. Et voilà, entre le distinguo médiation curative et médiation préventive. Et c'est vrai que sur ces questions-là, nous avons intérêt à anticiper des situations de conflit, éviter ces risques de réputation. Et donc là, des outils de médiation, entre guillemets, se mettent en place avec des panels de parties prenantes. Et nous avons encore à structurer ces panels pour donner toutes les garanties, et je reprends ce terme, effectivement, de tiers indépendants. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie de ce panorama, effectivement, qui inclut votre observation de la responsabilité sociétale et effectivement de la place de la médiation dans tous ces champs, à la fois la place dans les différents champs qui vont du droit de l'homme à la réputation des entreprises, mais aussi dans le temps. Et notamment, je reviendrai sur le dernier point, qui est la médiation préventive plutôt que curative. On a eu il y a quelques années, dans d'autres réunions de l'ANM, l'occasion, par exemple, de voir que les Canadiens pratiquent ça très 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 bien, ce qu'ils appellent la médiation de projet, c'est-à-dire qu'en amont, lorsque des entreprises se réunissent, par exemple, pour travailler sur un projet, elles prévoient déjà d'entrer par une forme de médiation la façon dont pourront être réglées les difficultés, voire les conflits, qui pourraient naître au cours de la réalisation du projet. Donc effectivement, ce que vous dites s'inscrit bien dans le champ de la médiation, dans tous les champs de la médiation que l'on voit et que l'on découvre effectivement au fur et à mesure des années et du développement de la pratique. Moi, je voudrais simplement que demander à Monsieur Fatou de bien vouloir nous donner quelques précisions sur les outils de médiation à titre préventif dans les entreprises, le sujet que vous venez d'aborder en finale. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs en train de faire un état des lieux des pratiques de médiation, soit parce qu'elles sont qualifiées de pratiques de médiation, soit parce qu'elles peuvent avoir les apparences. Et toute la difficulté pour nous, c'est de voir, j'évoquais la question des panels de parties prenantes, on pourrait aussi évoquer le rôle des fédérations professionnelles, qui peuvent jouer aussi un rôle de médiation. Est-ce qu'on peut les caractériser en tant que telles de pratiques de médiation ? Voilà.
Mais ça peut être aussi, alors effectivement c'est un point que je n'avais pas développé, parce que si on prend chaque partie prenante, on pourrait trouver des systèmes de médiation, notamment leurs relations avec les autorités publiques. Quand une entreprise s'implante dans un pays et que l'État va modifier sa réglementation avec effectivement pouvant mettre en difficulté cette entreprise, et donc là le recours à des cours d'arbitrage, est-ce qu'on est ou pas dans la médiation. Et puis quelque chose de tout à fait intéressant que nous voyons se développer, là je rebondis sur les propos du président, sur les médiations de projet. Effectivement, quand une entreprise s'implante sur un territoire, elle se rend compte qu'elle a besoin d'intégrer les problématiques de toutes les parties prenantes, notamment les préoccupations des communautés locales. Donc ce qu'elle fera, il y a des entreprises comme Areva, Total, qui ont mis en place des outils. Alors on appelle ça, nous, la cartographie des parties prenantes. C'est qu'on va identifier les parties prenantes sur un territoire. Et avant de mettre en place un projet, et on a eu ce souci notamment avec la construction de grands barrages, je pense par exemple à l'entreprise EDF qui avait fait l'objet d'un recours devant le PCN pour la construction d'un barrage au Laos, et ce qui a amené d'ailleurs EDF après à anticiper, à construire des politiques d'anticipation, parce que quand vous déplacez des populations effectivement par dizaines de milliers, quand vous générez des impacts négatifs sur l'environnement, bien évidemment que vous n'êtes pas, entre guillemets, responsable. Donc comment construire des politiques d'anticipation? Ça passe effectivement par des systèmes d'identification des enjeux, de repérage des parties prenantes et de mise en dialogue. Mais avec le souci, bien évidemment, de donner toutes les garanties. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont encore besoin de travailler sur ce concept de tiers indépendant. Voilà. Merci. Monsieur Borrello, Jean-Marc Borrello, vous aviez peut-être quelque chose sur les entreprises également. Un simple témoignage, parce qu'il se trouve que je participe à quelques structures de ce type. Un certain nombre de grandes entreprises ont mis autour du président et de l'équipe dirigeante, alors ça s'appelle différemment selon les entreprises, un conseil d'orientation stratégique, il y en a même qui s'appelle, un qui s'appelle les Critical Friends, pour une multinationale qui est leader de ces métiers. En clair, ça veut dire qu'on réunit des personnes strictement indépendantes et strictement bénévoles, donc ce qui est le premier sujet, autour du président, et que l'état-major de l'entreprise, en l'occurrence une multinationale, défile, et qu'on peut évaluer la stratégie, poser toutes les questions désagréables. Comment faites-vous dans une dictature? Comment fait-on avec le problème dans un certain nombre de pays, de la nécessité de sensibiliser de manière un peu particulière les élus pour obtenir des marchés, etc., etc. Donc, qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Moi, je trouve que... Alors, je l'ai connu dans ce pays il y a très longtemps, donc ça me choque pas, je vais pas m'évanouir, mais le sujet, c'est vraiment... moi, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Sous les réserves que je viens de donner, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit strictement bénévole. Il ne peut pas être question d'être payé, voire indemnisé pour participer à ces dispositifs. Il faut évidemment que l'entourage ait une compétence, donc en général il y a des compétences environnementales, sociales, financières et à l'international. Et ça peut permettre de faire avancer une entreprise qui quelquefois... je pense qu'il y a après quelques pratiques de ce type de dispositif, on se rend compte surtout que les conseils d'administration ou les états-majors des grandes entreprises et des multinationales sont extrêmement semblables du point de vue sociologique. Il y a des boîtes qui sont dirigées par des X-Pons, point. Donc vous avez affaire à une armée d'X-Pons. Alors ils peuvent être issus de la diversité, il peut y avoir des nanas qui sont X-Pons, mais la réalité c'est que tout le monde réagit comme un X-Pont. Et objectivement, ça manque un peu... Enfin, d'abord, ce sont des ingénieurs, donc c'est pas forcément toujours les plus grands fantaisistes de la Terre. Et donc, le fait de faire intervenir des gens totalement iconoclastes sur des sujets comme la stratégie internationale, ça permet quand même de temps en temps de faire réagir des gens qui ont l'habitude de penser entre eux et entre anciens élèves de Polytechnique, des Ponts et Chaussées ou de l'Inspection Générale des Finances. Enfin, ça dépend le secteur. C'est pas mieux du côté IGF. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même un sujet... Alors, c'est peut-être pas de la médiation, c'est peut-être de la prévention, mais je trouve que c'est un sujet qui est en train de se développer et qui n'est pas inintéressant. Merci de cette intervention, effectivement, sur la diversité qui n'est pas seulement
d'origine, qui n'est pas seulement homme-femme, mais qui est la diversité culturelle. Pour aborder les problèmes de responsabilité sociétale et environnementale, effectivement, il est très important qu'il y ait cette diversité, cette approche de culture, de gens qui ont des cultures différentes. Monsieur Fatou. Oui, ce que je n'ai pas précisé dans mes propos, c'est que finalement, avec ce concept de partie prenante qui est tout à fait intéressant parce qu'il permet aux entreprises d'avoir à rendre compte à d'autres acteurs que leurs seuls actionnaires, donc en parlant de responsabilité sociétale, mais on voit aussi les limites de ce concept puisque nous sommes dans une relation bilatérale. Et que quand cette relation bilatérale est fondée sur un rapport de force, on ne peut pas avancer, ou quand cette relation bilatérale est fondée sur le refus d'un dialogue, là aussi on ne peut pas avancer. Et donc c'est aussi le constat, et je pense pour les acteurs que nous sommes de la RSE, que ce soit pour les pouvoirs publics comme pour les entreprises ou réseaux engagés, c'est peut-être de la nécessité de faire intervenir un tiers. Alors c'est vrai que le tiers était historiquement l'État ou les organisations publiques internationales. Est-ce qu'on peut imaginer que des tiers privés puissent justement assurer une meilleure régulation, et notamment dans des cas où cette relation bilatérale n'est pas si efficiente que cela. Voilà. Bien, merci François Fatou. Je propose qu'on vous applaudisse pour cette